lance. Bonjour à tous, bienvenue ici à l'INRAP pour cette conférence de presse organisée par la Fédération des Scots et l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs, une émission réalisée en direct dans le respect évidemment des règles sanitaires. Merci d'ailleurs donc à l'INRAP de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors dans un instant on va vous dévoiler les résultats d'une enquête sur le regard des Français et des maires sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat en matière de logement et d'habitat. Cette enquête, elle est absolument passionnante parce qu'elle intervient à un moment tout à fait crucial puisque finalement le gouvernement y planche en ce moment justement sur ce futur projet de loi qui sera présenté donc le mois prochain en Conseil des ministres. Je me présente rapidement, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, je suis journaliste économique, je suis ravie d'animer aujourd'hui ces échanges. À mes côtés sur ce plateau, Michel Henrich, vous êtes président de la Fédération des Scots. Également à côté de moi, donc François Rieussec, vous êtes président de l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs. Et puis deux parlementaires nous font également le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Sandra Marceau, vous êtes députée de la Charente. Alain Péréa, vous êtes député de l'Aude. Et vous réagirez bien sûr en direct aux résultats de cette enquête. Une enquête qui nous sera présentée dans quelques instants par le vice-président d'Opinionway, Bruno Jambard, qui est également parmi nous. Alors d'abord, tout de suite, messieurs les présidents, quelques mots, quelques chiffres pour nous présenter l'UNAM justement et cette fédération des Scots. Michel Henrich, donc la fédération des Scots et l'UNAM travaillent maintenant régulièrement ensemble depuis assez longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se passe? Quelles sont finalement les valeurs qui vous unissent aujourd'hui? Alors, nous sommes... Ça s'est fait, ça paraît étonnant au départ, mais en réalité, quand on regarde, nous avons des problématiques qui sont communes. Et cette collaboration, je veux dire, elle s'est encore accentuée dans le cadre de l'Observatoire national sur le cadre de vie et la concertation autour de la Convention citoyenne sur le climat. Donc nous avons notamment une problématique, alors là, qui nous réunit plus spécialement aujourd'hui, c'est celle de l'artificialisation. Les Scots... C'est le thème de notre conférence, tout à fait. Les objectifs de Scott sont en partie, c'est une part essentielle de leur objectif, c'est la sobriété foncière. Donc vous voyez que nous avons des raisons de travailler ensemble, de nous comprendre et d'essayer d'échanger entre nous. François Rieussec, alors est-ce que vous pouvez vous présenter également en quelques mots et puis nous dire finalement qu'est-ce qui vous a incité à commander cette grande enquête? Oui, écoutez, l'Union des aménageurs, les aménageurs, ce sont 300 sociétés sur tout le territoire national qui réalisent précisément les projets de nouveaux quartiers que les fédérations, que les Scots, que les élus locaux ont planifié, ont prévu au service de leur population, des Français. Et lorsque nous avons vu cette commission citoyenne tirée au hasard, et on a eu ce sentiment, on a été tout à fait interloqué, que 150 personnes tirées au sort puissent avoir des directives sur 66 millions d'habitants. Et ce sentiment qui nous a interloqués a été renforcé récemment par la nomination ou le tirage au sort de 35 Français sur la crise des vaccins. Oui, c'est tout à fait récent, effectivement. Donc voilà, c'est un peu la même démarche qui, effectivement, c'est peut-être c'est un petit peu surprenant oui. Dans un pays d'une démocratie comme la nôtre, effectivement. Sandra Marceau, et donc, ce qu'on a souhaité avec la Fédération des Scots, avec les élus de territoire, c'est de donner la parole aux Français, aux citoyens, qu'ils expriment leurs besoins, leurs ressentis et également aux élus. Eh bien, le ton est donné. Donc, Bruno Jambard, il est temps maintenant de nous révéler les résultats de cette enquête. Alors, cette enquête, je le précise, elle a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population française, mais également de plus de 300 maires ou adjoints de communes de 2000 à 5000 habitants. Alors, le premier constat, c'est que finalement, eh bien, cette transition écologique, ça reste quand même, c'est vraiment devenu pour une majorité de Français, une véritable préoccupation. On le sent à travers les résultats de votre enquête, Bruno Jambard. Oui, tout à fait. Quand on regarde les résultats, on se rend compte que 66% des Français considèrent que la transition écologique, c'est un enjeu important. C'est un enjeu qui est relativement consensuel dans la société. On le voit, ceux qui jugent cela secondaire sont assez peu nombreux, 26%. Et puis surtout, quand on regarde, je dirais, l'importance accordée à la transition écologique, elle concerne toutes les catégories sociales, toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociologiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne divise pas et qui ne
divise pas non plus avec les élus d'ailleurs, puisque vous voyez 72% des maires qu'on a interrogés, des communes de 2 à 20 000 habitants, je précise, sont eux aussi à considérer que c'est quelque chose d'essentiel. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui sur la nécessité d'avancer sur ce sujet en France. Alors, deuxième enseignement, Bruno, bien sûr, important, à une écrasante majorité, les Français estiment absolument nécessaire aujourd'hui de stopper l'expansion des villes pour préserver justement les zones naturelles et que la transition écologique, eh bien, elle aura un impact évidemment sur les formes d'habitat. C'est quelque chose qui ressort également de votre enquête. Oui, là aussi, il y a une forme de consensus qui existe sur les objectifs que doit avoir la transition écologique quand on regarde les résultats de l'enquête. Vous l'avez dit, 86% pensent qu'il est nécessaire de stopper l'expansion des villes pour préserver les zones naturelles. 85% des Français pensent aussi que la transition écologique va avoir un impact sur les formes d'habitat. Et vous voyez, 90% ont le sentiment qu'il faut encourager une agriculture moins consommatrice d'engrais et de pesticides. Et là aussi, il y a un accord total entre ce que nous disent les Français et les maires des communes de 2 à 20 000 habitants. Donc on voit bien qu'il n'y a pas non plus de clivage qui se matérialise sur la nécessité et sur l'objectif à poursuivre en matière de transition écologique. Merci Bruno pour ces premiers enseignements. On va revenir bien sûr vers vous tout au long de cette réunion. Vous êtes en quelque sorte notre fil rouge. J'aimerais qu'on réagisse sur le plateau. Donc Michel Henrich, peut-être une première réaction. C'est une bonne surprise ces résultats ? Oui, c'est incontestablement une bonne surprise, cette appropriation des problématiques et cette volonté, cette prise de conscience de la part de la population, comme des élus. Je suis un peu moins étonné que ce soit le cas des élus, puisqu'ils travaillent quand même souvent sur ces problématiques-là. Ils sont plus avertis en quelque sorte. Ils sont plus avertis quelque part. Même si on le verra tout à l'heure dans la poursuite de l'étude du sondage, c'est que quand on passe de la théorie à la pratique, l'engouement s'étiole un peu. Il est un peu moins fort. Mais globalement, quand même, c'est un bon signe. Merci. François Rieussec, pour vous alors ? De même, la prise de conscience est là. Elle est très positive. La question aujourd'hui, c'est comment ? C'est comment faire... être efficace, comment réduire l'impact climatique et comment répondre aux besoins des Français qui sont des besoins différents, avec différents typologies de ménages, différents types de besoins. Vous avez des grands ménages de 1 et 2 personnes, vous avez des familles de 3 personnes et plus. Donc on a une population complexe et il faut répondre à tous les besoins et également à tous les territoires. Alors Sandra Marceau, je voudrais me tourner vers vous et vous demander, il y a quand même 13% des élus qui estiment que la transition écologique n'est pas un sujet important. Est-ce que ça vous choque ? Alors c'est vrai que c'est un chiffre, mais enfin c'est un chiffre quand même qui est assez faible, me semble-t-il, et qui montre qu'il y a une réelle évolution ces dernières années. Et je pense que 2-3 ans avant, le chiffre aurait pu être encore plus important et qu'il va encore s'amenuiser, j'en suis sûre. Merci Sandra. Bruno Jambard, on revient vers vous. À la suite de l'enquête, justement, vous avez demandé aux Français, également aux élus, s'ils avaient déjà entendu parler de l'objectif zéro artificialisation des sols. Et là, les résultats, ils sont sans appel. Oui, effectivement, on se rend compte que 88% des Français nous disent n'avoir jamais entendu parler de cet objectif et on voit bien que ce n'est pas encore un sujet dans l'opinion publique, cette question de l'artificialisation nette et du zéro artificialisation nette. Et ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose qui va probablement monter dans les années qui viennent, mais qui est encore très très loin de la population. Et même quand on regarde les résultats auprès des maires, on peut constater que 52% des maires des communes de 2 à 20 000 habitants n'en ont pas entendu parler. Donc même auprès des élus, même si on voit que près d'1 sur 2 est déjà sensibilisé à la question, ça reste une problématique naissante. Et donc c'est aussi, je dirais, un élément important de contexte à comprendre quand on parle de ce sujet aujourd'hui. François Rieussec, ces chiffres ils sont quand même assez énormes. Est-ce que ça vous surprend ? Non, parce que la question sur la sobriété foncière est assez récente. Elle date de 2012. L'Europe a pris une orientation européenne sur la sauvegarde des fonctions du sol.
elle a déterminé qu'il y a 4 fonctions qui sont la résilience climatique, conserver une résilience climatique avec les arbres, notamment la végétation, permettre le stockage de carbone que réalise l'agriculture, que réalisent les forêts, et puis permettre également qu'il y ait une biodiversité pour la santé des habitants. Et enfin, il y a la question de garder également un potentiel de production alimentaire. Donc c'est une orientation assez récente et la France se saisit du sujet, vous voyez, depuis 2012, je dirais un peu en retard et de façon assez fréquente dans ce cas-là, avec une espèce de surgénéralisation ou de course à la compétition, c'est qui sera le plus rapide. L'Europe fixe un horizon 2050 parce que 2050, c'est l'asymptote de la croissance démographique européenne. C'est en 2050 qu'il y aura le plus d'Européens et donc l'Europe ne veut pas bloquer le logement, la production de logements, précisément avant 2050. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on se fixe des objectifs à très court terme qui nous inquiètent tout à fait. Et donc la question, une fois encore, c'est comment nous allons réaliser. Il faut que les Français vraiment arrivent à intégrer justement ces objectifs. Et à être efficaces et positifs. Alors Alain Péréa, je crois que vous trouvez aussi qu'il y a peut-être justement trop de bureaucratie aujourd'hui par rapport à justement ces problèmes-là. Un élu sur 2 qui n'a pas entendu parler de cet objectif, il y a beaucoup de pédagogie à faire aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement. D'abord, tous les élus ne s'occupent pas concrètement d'urbanisation ou d'urbanisme dans leur territoire. Et donc, c'est aussi normal que lorsqu'ils soient interrogés, ils ne soient pas spécialistes du sujet. Moi, j'ai plusieurs interrogations. D'abord, les SCOT, et le président Heinrich le rappelait tout à l'heure, les SCOT, une de leurs vocations par la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui date de 2000, était justement d'aller vers un renouvellement urbain, c'est marqué dans le nom de la loi, et donc consommer moins de foncier. Donc c'est déjà un travail qui a été entamé il y a plus de 20 ans et on se rend bien compte qu'il y a eu un certain nombre d'échecs. Et moi ce que je regrette, pour répondre concrètement à votre question, c'est que au lieu d'essayer de tenir compte de ces échecs et de regarder comment on pouvait travailler différemment, plutôt que de s'appuyer sur l'expérience des professionnels qui sont autour de la table, des élus qui travaillent sur le sujet, j'ai l'impression que l'on essaye d'imposer un certain nombre de règles et notamment de définir dans la loi ce qu'est le zéro artificialisation nette. Et moi, j'ai qu'une question à poser. Comment on va le mesurer ? Comment on va mesurer si derrière chez moi, on construit 3 pavillons et qu'à l'autre bout de ma région, on en construit 4 ? Voilà. Qui va dire on construit les 3 ici et les 4 là-bas ? Donc, ayons une approche bien plus globale, ayons une approche différente et appuyons-nous sur les gens de terrain que sont les élus locaux et les professionnels. Michel Heinrich, vous êtes d'accord, j'imagine ? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que le terme zéro artificialisation nette est un terme assez violent. Et quand on voit qu'il n'y a que 10% de la population qui en ont pris conscience ou qui connaissent l'information, il faut faire attention. Il ne faut pas que la marche soit trop haute. Il faudra vraiment que l'on puisse travailler sur le sujet. Alors, on y travaille depuis des années. Alain Péréa le rappelait, la loi SRU qui a donc institué les SCOT. Les SCOT, on a transféré aux élus locaux ces problématiques de sobriété foncière. Et ce sont les élus intercommunaux qui élaborent les SCOT. Et les PLU, les plans locaux d'urbanisme ou les PLUI, se mettent en compatibilité avec ces SCOT. Donc il y a déjà tout un travail qui a été effectué, mais on a l'impression dans l'approche qui a été faite pour ce texte de loi qu'on a une espèce d'une technocratie qui ignore qu'il s'est déjà fait pas mal de choses. Mais pour que l'on puisse atteindre cet objectif, il faut que ce soit fait de façon acceptable et progressive. Autrement, on n'y arrivera pas. Sinon, on aura un véritable rejet et ça peut être très très mal vécu par la population. Donc il y aura des explications à fournir. Donc l'annoncer comme ça peut être très brutal. Très brutal. Bruno Jambard, on revient vers vous à nouveau. Vous avez soumis à votre échantillon justement une série de propositions pour atteindre tous ces objectifs. On s'aperçoit que justement plus les propositions impactent leur habitat et bien finalement ou leur patrimoine, plus les résistances finalement elles augmentent. Oui, tout à fait. On a des réactions qui peuvent être assez différentes aux propositions que l'on a pu tester. On a des propositions qui font relativement consensus. Vous voyez ici 80
4% nous disent qu'ils sont d'accord avec l'idée qu'on puisse récupérer les zones construites, inhabitées ou abandonnées pour les transformer en zones naturelles. 83% des Français qu'on puisse stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines, ou 80% qu'on puisse, au niveau des pouvoirs publics, interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations sont possibles. Et là-dessus, vous voyez, les élus des communes de 2000 à 20 000 habitants sont totalement en phase avec les Français. Et puis on a des propositions qui vont susciter un peu plus de clivage. C'est déjà le cas pour celles concernant la possibilité d'arrêter de délivrer des permis de construire sur de nouveaux terrains, où vous voyez que si 72% des Français y sont aujourd'hui favorables, 52% seulement des élus des communes de 2000 à 20 000 habitants sont favorables à une telle proposition. Et puis d'autres propositions qui font encore plus débat, vous le voyez ici, on a notamment le fait de la possibilité de réquisitionner des logements qui sont vides sans dédommager les propriétaires, seulement 39% de personnes qui y sont favorables et une majorité assez nette qui y est opposée. Une proposition aussi qui suscite beaucoup de division, celle sur le fait de savoir si on peut aujourd'hui avoir une construction d'immeubles dans des zones pavillonnaires, qui divise complètement à 49% de personnes qui y sont favorables et 49% qui y sont opposées. Donc on voit que s'il y avait un consensus sur les objectifs, sur un certain nombre d'actions qui pourraient être mises en œuvre pour aller vers cette transition écologique et cette zéro artificialisation nette, on a beaucoup plus de discussions, de clivages, à la fois dans la population, mais aussi entre la population et les élus. Et comme vous l'avez dit, effectivement, celles qui touchent le plus les Français sont celles qui aujourd'hui apparaissent les plus sensibles en matière d'opinion publique. Donc effectivement, on voit bien donc finalement ces réticences donc des Français à certaines de ces propositions. Est-ce que vous avez également perçu des contradictions finalement entre leur volonté de lutter justement contre cet étalement urbain et puis leurs attentes en matière à la fois de consommation et de logement ? Oui, on voit qu'il y a là aussi quelques contradictions qui s'expriment, et la principale étant que si on a vu que des mesures qui conduisaient vers le zéro artificialisation nette, qui conduisaient à l'idée de geler les constructions d'un certain point de vue, n'étaient pas forcément rejetées dans le principe par l'opinion publique, on voit aussi qu'un débat qui est extrêmement important, c'est celui de l'avenir des territoires, entre des villes plus denses avec plus de personnes qui vont être proches des centres et avec donc moins de déplacements, et puis des villes moins denses. Et on voit qu'une majorité de Français, 54% aujourd'hui, préfèrent des villes moins denses. Alors, il y a peut-être un petit effet lié au Covid qui a pu réactiver, on le sait, des envies de nature, de plus d'espace, de moindre densité, mais pas seulement, parce que c'est une tendance lourde, on le voit dans la société française, que cette envie d'avoir des villes qui soient moins dense, et donc on se rend compte que, et c'est assez important de le souligner, que finalement même les habitants des grandes métropoles sont assez réticents à davantage de densité. Ils le sont parfois dans ces grandes métropoles par contrainte, notamment pour être proche de leur lieu de travail, et donc c'est un sujet qui divise. Et je note aussi que chez les élus, seul un tiers des élus qu'on a interrogés sont favorables à des villes plus denses, donc c'est un sujet qui fait largement débat dans la société française. Merci beaucoup Bruno Jobard. On reviendra bien sûr vers vous, et notamment au moment des questions, puisque bien sûr vous allez pouvoir poser largement des questions à la fin de cette réunion. Je voudrais qu'on réagisse déjà à ces slides qu'on vient de voir, à ces enseignements. Donc peut-être avec vous Michel Henrich. Oui, je crois que ça a été très bien expliqué. Je l'ai dit d'entrée d'ailleurs, on a un consensus sur les principes généraux, et puis quand on rentre dans la pratique, évidemment, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On le voit bien quand on dit à un maire que dorénavant, il ne pourra plus faire d'extension urbaine, qu'il faudra construire presque uniquement dans l'enveloppe urbaine, etc. Ils sont nettement moins nombreux à approuver le principe. Et puis, les habitants, alors peut-être que l'effet Covid existe, certainement, mais rêvent de vivre dans des secteurs moins denses. Or, c'est en complète contradiction avec les premiers engagements. On disait que, oui, il faut réduire la consommation foncière de façon assez forte. Et alors, sur le secteur commercial, c'est pareil. On nous dit qu'il faut arrêter
les extensions commerciales, mais on constate que 80% des consommateurs, pour ce qui est de l'alimentaire, vont en périphérie. Bien sûr. Pour l'équipement de la personne, pour l'équipement de la maison, c'est 60 à 70, alors qu'ils sont 50% à dire on veut aller au centre-ville. Vous voyez, il y a quand même C'est un peu schizophrène. un peu schizophrénique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a tout un travail à faire d'acculturation de la population, de sensibilisation. Alors, c'est un travail qu'on a commencé depuis un certain temps, mais lorsque nous avons traité, notamment dans les commissions ou les concertations qui ont été organisées par les ministères, on avait l'impression qu'on était face à des gens qui découvraient ces problématiques, que rien n'avait été fait, et puis qui pensaient qu'il suffisait de dire depuis ici, depuis Paris, voilà ce qu'on va faire. C'est pas aussi simple, et il faut penser, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment les inégalités sociales, mais j'y reviendrai peut-être. Sandra Marceau, je crois que vous vouliez réagir vous aussi donc, à ces propositions qui ont été soumises aux Français. Moi d'abord, je crois qu'il faut rassurer tous ceux qui nous écoutent, les Français, peut-être aussi les aménageurs, même s'ils sont extrêmement avertis sur le sujet. Il ne s'agit en aucun cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est quand même le cas, il ne s'agit en aucun cas de construire de grandes tours dans des zones pavillonnaires. C'est pas du tout ça le sujet. Effectivement, c'est un sujet assez complexe, et puis chaque territoire est différent. Donc il y a des subtilités et on arrivera à aménager subtilement des friches et à faire muter des espaces, et ça se passe déjà en fait. Donc il faut rassurer et faire de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec le président, bien sûr, de la Fédération des Scots, sur l'acculturation nécessaire, de tous d'ailleurs. Alors je le disais au début de cette conférence de presse, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat, il sera présenté donc le mois prochain en Conseil des ministres. L'objectif, c'est de diviser par 2 le rythme d'artificialisation, c'est dur à dire, des sols. Ça sera bien inscrit dans la loi. François Rieussec, vous êtes très remonté. Expliquez-nous pourquoi finalement. Parce qu'on a une vraie problématique climatique, si vous voulez, mais que le moyen tel qu'il est présenté aujourd'hui, de façon réglementaire, mathématique, va rater son objectif et va créer du désordre. Alors pourquoi ? C'est déjà le cas. Dites-nous. C'est déjà le cas. On a actuellement des préfets qui viennent dans les SCOT, dans les PLU, demander de déclasser la moitié des secteurs de projet. Or, il se trouve que précisément, avec les élus locaux, nous établissons des projets, nous réalisons des projets qui permettent d'atteindre dans l'opération l'objectif que j'ai de sauvegarde des sols, des fonctions des sols. On atteint dans l'opération la possibilité de planter, de réintroduire de la biodiversité. Il y a 30 fois plus de biodiversité dans une haie et des parcs et jardins urbains que sur un champ de monoculture. On arrive également à faire du stockage carbone, à réduire l'impact carbone avec des écomobilités dans des quartiers que l'on crée aujourd'hui. On arrive à réduire également l'impact sur le foncier. Nous faisons des opérations qui sont 3 à 4 fois plus denses que le diffus. Donc, réduire la place des opérations et des projets dans les territoires par 2, réduire par 2, c'est ce qui est actuellement inscrit dans les projets de loi que nous avons vus. Ça va pousser la dispersion, ça va pousser les Français à aller plus loin, comme ils le font depuis 20 ans. On a poussé les Français au bout du tuyau, plus loin. Et donc, au contraire, il faut projeter des projets avec les territoires qui résolvent les problèmes dans les territoires, plutôt que de les interdire. Donc c'est pour ça que nous sommes en colère, parce qu'on voit qu'on va rater l'objectif. Et puis on va créer également une crise foncière, une crise du logement. Chaque fois qu'on réduit le potentiel de développement, on fait monter les prix, on crée une crise immobilière. Et ça sera rapide, parce que je rappelle quand même que on a 10% des Français en moyenne qui changent de logement chaque année. Sur un mandat municipal, la moitié des populations des communes se renouvellent. C'est assez important. Voilà. Alors, Michel Henrich, est-ce que vous partagez vous aussi ces critiques, justement? Quel est votre positionnement par rapport à ce projet de loi? Moi, je dirais que globalement, on voit bien dans quel sens on veut aller, et je pense qu'on va dans le bon sens. Cependant, il ne faut pas être trop brutal et pas être trop techno. Déjà, une première chose qui est très choquante,
c'est qu'on ne définit pas ce que c'est que zéro artificialisation nette. Il n'y a pas de définition. Nous, on la réclamait, on n'a pas cette définition et c'est gênant. Et puis, le modèle économique du zéro artificialisation nette, on ne l'a pas non plus. On ne le sait pas. Et donc, il va falloir travailler sur des nouveaux modèles d'aménagement. Et puis, là où je rejoindrai complètement M. Rieussec, c'est que, attention de ne pas renforcer les inégalités sociales. Lorsque vous densifiez, lorsque vous limitez les possibilités de construction, le prix du terrain, le prix augmente, bien sûr. augmente. Et il faudra donc bien intégrer dans nos problématiques la possibilité de l'organisation du logement social, qu'on n'exclue pas les plus modestes, enfin qu'on ne crée pas une deuxième vague de gilets jaunes, en excluant les gens vers la périphérie, en les éloignant pour des raisons financières. Vous voyez. Et puis alors, dans les approches que nous avons pu avoir, dans les échanges que nous avons pu avoir, ce qui était consternant et caricatural même, c'était la position sur les territoires en déprise, c'est-à-dire les territoires dont la population n'augmente pas, voire baisse. Alors là, ce qui nous était proposé était de nous dire, ben là, on ne fait plus rien, on ne bouge plus. Donc ces gens-là n'ont plus le droit de se développer. Oui, c'est vraiment très, très techno. Or, c'était impossible. Chaque élu, chaque habitant dans un territoire, il souhaite le développement de ce territoire. Donc attention à ces problématiques-là. Et puis, il faut quand même prendre conscience d'une chose. Aujourd'hui, nous assistons à un desserrement des ménages depuis des années. C'est un phénomène, c'est-à-dire vieillissement de la population, donc souvent plus qu'une seule personne dans un coup. Enfin, une personne qui décède, une personne qui reste seule, les divorces nombreux. Le nombre d'habitants par logement diminue régulièrement. Sur le territoire qui me préoccupe particulièrement et que je préside, le desserrement, on va passer de 2 habitants par logement à 1,8 d'ici à l'horizon 2030. Vous voyez. Et donc, on sera obligé de construire. Et alors, même sur un territoire comme le nôtre, où la démographie est complètement stabilisée, voire elle baisserait un tout petit peu, néanmoins, pour répondre au desserrement des ménages, il faut quand même qu'on puisse construire 5800 logements d'ici 2030. De 2014 à 2030. Donc pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et même les territoires en déprise ont cette obligation de répondre à ces... Et puis, il y a l'évolution de la gestion des risques aussi liée à l'évolution climatique. Si je prends l'histoire de ce qu'on vient de vivre dans la vallée de la Vésubie, il va bien falloir reconstruire, il va bien falloir déplacer les services. Ça prend du temps d'ailleurs, en ce moment. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Et puis moi, je dirais aussi... question à se poser, quid des territoires vertueux? C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui ont été très vertueux déjà, qui ont déjà entamé sont orientés très fortement vers la diminution de 50% de la consommation. Alors, on va les traiter tous pareil. Il faudra être très, très vigilant, surtout qu'on veut s'appuyer sur l'estrade et sur les régions qui n'ont pas territorialisé leurs objectifs. Donc, attention, les plus vertueux... Alors, et ceux qui ont fait n'importe quoi, tout le monde serait traité de la même façon. Il faut être très très prudent sur cette organisation. Alors on sent bien qu'on est au cœur du débat. Alain Perrin, mais juste avant, François Rieussec, vous vouliez réagir par rapport à ce que vous Oui, venez de tout à dire, fait. Le président Heinrich a cité des chiffres qui sont très importants. C'est qu'on a environ 15 millions de logements à construire dans les 30 ans qui viennent, pour 32 millions de logements existants, c'est-à-dire qu'on va augmenter de l'ordre de 50% la capacité de logement en France. Or, aujourd'hui, nous avons 6% et demi du territoire qui est urbanisé, dont un tiers en parc et jardin. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans une nappe urbaine sur tout le territoire national, alors qu'on a quand même un gros effort de construction à faire, et à faire dans tous les territoires et de façon différenciée entre petits ménages qui ont besoin de petits logements et qui peuvent être en collectif ou grands ménages qui font généralement le choix de l'individuel. Il faut mixer les choses. Et je dirais que ce qui est important, c'est cette différenciation selon les besoins, selon les territoires et selon les prix de production également. Je ne veux pas faire de la technique, mais un grand logement coûte moins cher à construire qu'un petit logement. Et or, le projet de loi prévoit actuellement de détruire des quartiers de maisons pour y construire des quartiers d'immeubles. Ce qui est complètement aberrant, ne serait-ce qu'à un niveau démographique et économique. Ne parlons pas du fait qu'il n'y a pas de demande
pour ce type de logement là où il y a de la maison. Vous voyez, on est dans une espèce de mayonnaise intellectuelle qui est qui fait un petit peu peur aux professionnels et nous partageons cette peur avec les élus et avec les citoyens qui refusent également, parce que n'oublions pas qu'actuellement, nous avons presque 6 mois de production de permis de construire qui sont bloqués par des recours des tiers. On va généraliser une espèce de guerre civile contre les projets dans les territoires. Oui, il y aura une activité du coup qui sera préjudiciable. Évidemment, donc je pense qu'il faut vraiment rentrer à nouveau dans une concertation. Alors Alain Pereira, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais Calier, on a envie de vous entendre, justement, d'entendre vos arguments par rapport, votre position par rapport à ce projet de loi. Écoutez, moi c'est simple, je le disais un petit peu tout à l'heure, et je vais m'autoriser un petit parallèle en espérant qu'il ne choque personne. On est d'accord sur le diagnostic autour de cette table, et on le voit bien dans le sondage. Oui, transition écologique importante, il faut y aller. Posons ça. Posons l'objectif. Là aussi, nous sommes d'accord. Il faut consommer moins de foncier, il faut avoir une politique d'urbanisation qui est une politique d'urbanisation économe. Là-dessus, on est d'accord. Entre les deux, comment on y va ? Et c'est là où je me permets un petit parallèle. Quand on est en surpoids, et je peux le dire tranquillement, j'y suis, voilà. Quand on est en surpoids, on sait très bien que le régime bête et méchant ne marche pas. Mettre les gens au régime, ça ne marche pas. Voilà. Et là, changer l'état d'esprit. Exactement. Et on sait bien que c'est une approche globale, à la fois de la personne et de beaucoup d'autres choses. Et on sait très bien que c'est ce qui marche. Et donc, là, j'ai l'impression que l'on veut appliquer à ce problème-là la mise à l'eau et au pain sec, avec derrière tout ce qui a été dit. Et c'est pour ça que je me permets ce parallèle, quoi. On sait que ça ne marche pas. Et les professionnels, encore une fois, qui sont là, et les élus présents, on a envie de faire avancer les choses, mais de les faire avancer différemment. Et moi, je voudrais juste dire 2 choses rapidement. La première, c'est que je trouve insupportable ce débat qui serait de dire, si vous ne reprenez pas, vous, parlementaires, les propositions des citoyens, c'est que vous n'êtes pas représentatif de la population et que vous êtes les méchants élus à la solde des lobbying. Voilà. C'est insupportable. Oui, et ce sondage nous aide là-dessus. Ce sondage nous aide. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai tenu aussi à être présent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sondage montre que la population, c'est pas uniquement les 150 citoyens qui ont fait des propositions. Et en tout cas, pour ma part, Sandra s'exprimera après, pour ma part parlementaire, je me dois aussi de représenter les autres citoyens et donc d'avancer. Et la deuxième chose, c'est aussi ce débat qui serait de dire oui, mais encore une fois, les élus, les députés ne veulent pas avancer, ils veulent freiner. Nous ne voulons pas freiner, nous voulons simplement que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui soit applicable dans les semaines, mois et années à venir, sans faire rentrer notre pays dans une crise du logement ou de l'urbanisme qui serait terrible. Voilà. Et je n'ai pas envie que les personnes qui seront là après nous aient à gérer des crises. J'ai pas envie de faire le parallèle avec ce que nous avons été obligés de revenir, là, de voter une loi pour modifier les âneries du passé. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on s'inscrive dans la durée avec des mesures qui soient des mesures concrètes, applicables, comprise et acceptée par tous, et notamment par les Français, et pas uniquement par 150 citoyens. Sandra, j'imagine qu'en tant que députée, vous êtes forcément d'accord ? Oui, bien sûr. On a toujours quelques nuances avec mon collègue Alain, mais il se trouve qu'on est un peu les 2 seuls députés urbanistes de l'Assemblée, donc évidemment, ces sujets nous concernent beaucoup. Il y a deux grandes choses. Depuis plus d'1 an et demi, nous avons travaillé, d'ailleurs, c'est là où nous étions tous réunis, c'est pour ça qu'on se connaît, dans le groupe de travail sur la sobriété foncière. Donc on a vu effectivement en amont tout ce qui pouvait être bloquant. Ça a été dit, je crois qu'il faut le rappeler ici et avoir tous l'honnêteté, mais elle est là, elle est présente, cette honnêteté, de le dire. On a pu laisser émerger l'idée que si tous les acteurs n'étaient pas dans cette, comme vous disiez, monsieur, l'acculturation du sujet, qui est très vaste en fait, parce que le sujet, c'est pas le ZAN. Non, il y a plein d'autres choses, et c'est assez complexe, et puis c'est un peu technique aussi quand même. C'est très technique, et c'est pour ça que je tiens aussi à rassurer. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est passer à une plus grande échelle que ces 60 personnes qui étaient là pendant 6 temps d'atelier sur 1 an et demi, qui est, même pendant le confinement, tout le monde a travaillé. Voilà. Donc il faut d'abord rassurer et donc il faut le déployer sur les territoires encore plus, parce qu'il y a les élus qui sont rompus à cet exercice, comme le disait Alain, sur les territoires qui sont en charge notamment des documents d'urbanisme, et puis il y a tous les autres.
Et ça, il faut quand même y aller. Il faut que les territoires intègrent encore plus les élus, mais les citoyens, parce qu'au-delà des 150, il faut que ça irrigue l'ensemble des citoyens. Et puis, deuxième chose pour rassurer, c'est que ce projet de loi, c'est mon vœu, mais ce que j'en sais du travail que l'on fait avec Alain, avec les services et des suites de ce groupe de travail, c'est d'une part, il ne s'agit pas tant de réduire, d'obliger, que d'accompagner. Donc, dans l'acculturation, on a cette intention et dans le texte, en tous les cas, on sera vigilant là-dessus. Et puis, il ne s'agit pas de densifier. Et puis, cette idée de la densité, on pourra en parler longtemps. On a de grands architectes en France qui nous montrent que la densité, ça peut être aussi avec des pavillons. Soit, c'est pas la densité, c'est la reconquête. Et la reconquête, c'est quoi? C'est pas forcément les fonds de jardin, ça peut l'être. Il y a des démarches qui s'appellent les démarches BIMBY, Build in my backyard, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des friches. Et là, directement, on a le plan de relance qui lance un fonds friche. Donc, on est vraiment quand même dans une belle dynamique. Alors, vous faites bien la transition parce que justement, Oui. je voulais qu'on aborde ce point avec vous, François Rieussec, parce que finalement, ces friches, elles sont très fléchées justement dans ce projet de loi. Oui, tout à fait. Et c'est bien évidemment positif. Pourquoi mettre des fonds sur la réhabilitation de friches? C'est que les friches sont extrêmement chères à réhabiliter, jusqu'à 5 millions d'euros l'hectare. C'est l'étude de France Stratégie qui montrait qu'on est entre 500 000 euros l'hectare de réhabilitation jusqu'à 5 millions sur les friches les plus complexes. Or, il y a 300 millions d'euros qui sont alloués, c'est-à-dire quelques dizaines ou centaines d'hectares qui sont fléchés dans les 2 ans qui viennent, dans les 2 ans. On n'a aucune connaissance précise du nombre de friches disponibles en France. On sait qu'il n'y a pas de friches dans les secteurs géographiques, la banane sud-ouest qui se développe le plus et qui aurait le plus besoin donc de croissance urbaine. Et l'État alloue environ 1 million d'euros, je crois que c'est dans le projet de loi, 1 million d'euros pour la connaissance des friches. Donc on dit qu'on va reconstruire, réhabiliter sur des friches qu'on ne connaît pas, et on met un peu d'argent pour savoir si vraiment il y a des friches et avoir une investigation de ce côté-là. Donc, la démarche n'est pas bonne pour vous, c'est ça? c'est un peu cosmétique, je dirais. C'est un petit peu cosmétique. Parisien peut-être aussi. Voilà, peut-être un peu parisien, oui, c'est vu de loin. Je pense que ça ne sera pas opérationnel ni efficace. On est dans l'incantation. Dans l'incantation. Sandra et Alain, donc vous n'avez pas attendu justement ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Vous travaillez, vous l'avez dit déjà depuis de longues années justement sur tous ces sujets. Mais par rapport aux élus, est-ce que vous comprenez aujourd'hui finalement leurs préoccupations, parfois leurs réticences justement? Comment les aider? Je ne sais pas qui veut démarrer. On a Sandra Marceau le dira tout à l'heure, on a 2 profils différents, puisque moi je suis un ancien élu local. Et chaque fois, et depuis le début de ce mandat, depuis que je suis parlementaire, je dis à certains de mes interlocuteurs dans la haute administration, mais moi, venez concrètement sur le terrain. Moi, des auditions à l'Assemblée nationale ou dans la tour Sequoia, c'est bien, quoi. Voilà. Mais concrètement, voilà. Moi j'ai été maire d'une commune de 500 habitants, concrètement, vous venez, vous m'expliquez. Quand on me dit qu'il faut faire du logement social, X% de logements sociaux, j'y suis très favorable. Dans des communes dans lesquelles on dit à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus urbaniser, ok, maintenant vous venez avec moi et sur le terrain, vous expliquez au maire comment on fait. Voilà. Donc, bien sûr que je les comprends. Quand on parle de friches, et c'est vrai que nous sommes plus ou moins du même territoire avec le président Rieussec, bon, moi quand on me dit, vous inquiétez pas, il va y avoir un fonds friche, ça va tout régler. Mais vous venez dans l'agglomération de Narbonne, vous me trouvez des friches, et une fois que vous avez trouvé des friches, vous financez la rénovation. Mais d'abord, cherchez les friches, quoi. Voilà, il faut chercher-les. Et donc, à un moment donné, moi, je veux bien quoi, que l'on avance sur tous ces dossiers, mais il faut que l'on ait vraiment un accompagnement. Et juste un dernier mot, ça fait 20 ans que je travaille avec des élus locaux qui ont été élus sur un modèle en disant vous allez voir ce que vous allez voir, moi élu local, je vais tout changer en matière d'urbanisme. J'en ai connu plein, quoi. Mais une fois qu'ils ont été élus, ils ont vite changé de ton. Voilà. Et donc, ne faisons pas pareil, ne reproduisons pas pareil. Mais encore une fois, je ne voudrais pas laisser penser que dans mon message, je ne veux pas que les choses changent. Il faut que les choses changent, mais faisons-le avec des méthodes adaptées. Voilà ma réaction pour les élus locaux, mais Sandra va avoir un autre volet peut-être. Juste avant qu'on vous entende, Sandra, je crois, Michel Andry, je voulais Oui, réagir. moi, sur les friches, je suis plus mesuré. Je suis issu d'un territoire où les friches sont nombreuses. Et on bénéficie de l'action des établissements publics fonciers
maintenant qui devient établissement public foncier du Grand Est, qui est un outil fantastique pour les collectivités, pour les maires, pour les présidents d'interco, pour requalifier. Là, on a fait des études. Les études ont déjà été menées chez nous, parce que j'ai été le premier territoire à mettre ça en place. Et en tous les cas, c'est un outil formidable. Et là, il faut développer cet outil là où il n'existe pas, et là où il y a des friches, bien sûr. S'il n'y a pas de friches, je ne vois pas l'intérêt. Mais les établissements publics fonciers ont vraiment une expertise, une capacité à faire. Et puis, c'est des moyens importants mis par les régions et par l'État qui permettent justement de reconquérir des friches à des prix tout à fait abordables, et ce qu'on serait incapable de faire s'il fallait le faire financièrement. En tous les cas, l'habitat serait à un prix tellement exorbitant qu'on ne vendrait rien. Donc, on a quand même un outil qui est important dans ce domaine. Sandra, alors donc, comment est-ce que vous faites pour, on va dire, dialoguer avec les élus et puis les aider finalement, hein? Alors déjà, toujours pareil, toujours rassuré. Moi, je vois même sur mon territoire, justement, charentais, qui est un territoire un petit peu en déprise démographique. On perd encore 100 et quelques habitants. Donc ça peut être compliqué, mais tout le monde est déjà engagé. Donc il faut toujours, bien sûr, rassurer. C'est ce qu'on a, avec Alain, fait remonter dès le premier confinement, puisqu'on était, nous, dans cette dynamique du groupe de travail, de réflexion auprès du gouvernement. On a fait des propositions pour dire il faut que dès la relance, ou en tous les cas avec les conséquences d'un éventuel projet de loi, il faut qu'on soit dans le concret, il faut qu'on soit dans l'opérationnel. Et on a 3 de nos 6 propositions qui sont reprises. Donc on est très content, il faut accompagner. Il faut un accompagnement, certes, des élus, pourquoi pas même la formation. Ça avait été de nos propositions qui n'ont pas été retenues. Les établissements publics fonciers sont au centre quand même de la recherche aussi des fonciers un peu particuliers, pas que des friches. Il y a les questions des maisons de l'habitat, puis il y a aussi les questions d'avoir, par exemple, les sous-préfets à la relance. Alors ça peut être critiqué, mais c'est une de nos propositions. C'était pas sous la forme de sous-préfets, mais qui ont été reprises. Nous, on veut que tous les territoires fonctionnent, parce que par contre, tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ça, voilà, il y a des différences de maturité quand même entre les territoires. Mais pas que de maturité. Monsieur Henrich le disait aussi, il y a des territoires, on a encore cette fameuse diagonale du vide dont on ne voudrait pas parler, et qui existe avec des territoires en perte démographique, qui ont quand même besoin effectivement de logements, mais qui ont moins d'ingénierie, qui ont moins de facilité. Moi, je ne critique pas les élus, mais il faut qu'on se responsabilise tous sur tous les territoires pour qu'il y ait une équité, parce que derrière, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une nouvelle vision de l'aménagement du territoire français. Pourquoi pas un rééquilibre sur les territoires ? N'en déplaise ou pas, monsieur Rieussec, mais je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. En fait, il y a des territoires qui ont du foncier ou des bâtis vacants. Et il y a aussi, et le sondage le dit, quelque part, que les Français veulent revenir à une échelle de petites villes, de bourgs, donc à taille humaine. Et ils sont prêts à cette démarche-là. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut, et le projet de loi, il est là pour accompagner tout ça, pas pour faire peur. Vraiment. En tous les cas, on essaiera d'être les garants de ça. Alors justement, Michel Henrich, cette spécificité des territoires, vous en êtes le témoin privilégié finalement en tant que président de cette fédération des Scots, et vous êtes également président donc de l'agglomération d'Épinal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour vous ? Alors, moi, ce que je voudrais attirer l'attention, encore une fois, sur le fait qu'on ne peut pas plaquer une loi comme ça au niveau national. Pourquoi ? Les problématiques sont différentes. Moi, je suis sur un territoire atone en termes de démographie, qui se porte pas mal, une activité économique, mais on n'a pas d'augmentation. Et vous êtes à côté, si je prends le cas de la région de Strasbourg, par exemple, où il y a une dynamique qui est plus forte en matière démographique. On ne peut pas traiter ces territoires de la même façon. Il faut faire confiance aux élus du bloc local pour traiter et savoir s'adapter. Donc c'est ces différences qu'il faut prendre en compte. Et pour cela qu'on est relativement peu d'élus, vous l'avez dit. Moi, j'ai été parlementaire. On n'était pas nombreux à être des spécialistes en matière d'urbanisme. Et ça continue, je l'observe. On voit bien quand on a besoin de se relayer à l'Assemblée, vous le savez, de relayer nos propositions, on sait que c'est compliqué. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il faut vraiment tenir compte des gens qui ont du bloc local, c'est-à-dire les élus locaux, les élus municipaux, intercommunaux, qui peuvent faire du sur-mesure et adapter la loi. Donc il faut laisser de la souplesse à la loi. Laisser la souplesse à la loi. Et en même temps, donc, Alain Pereira, vous dites qu'il ne faut pas non plus reprendre toutes ces propositions à la lettre de la Convention citoyenne. Il faut un peu tirer la sonnette d'alarme, encore une fois. Alors, d'abord, c'est l'engagement du président Emmanuel Macron.
peut-être mes propos ont laissé planer le doute, mais je fais partie de la majorité, que les choses soient claires. Mais on ne peut pas être parlementaire et accepter comme ça que 150 citoyens fassent la loi. Voilà. Ou alors on arrête tout, quoi. On rentre à la maison. Voilà. Donc, entre les deux, je crois qu'il y a un travail que nous allons mener, que nous menons maintenant depuis longtemps. Et c'est le rôle des parlementaires que de faire évoluer ces propositions. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, je trouve insupportable ce débat qui serait de dire si vous ne reprenez pas nos propositions, puisque certaines personnes de la Convention le disent, ou globalement ça peut se dire ou s'écrire ici et là, que nous ne sommes pas représentatifs de la population parce que nous ne respectons pas le travail des 150 citoyens. Voilà, donc ce débat et cette table ronde est très intéressante pour cela, et j'espère qu'elle est suivie par de nombreuses personnes, parce que justement, c'est ce message, moi, que j'aimerais faire passer, que le travail que nous menons et que nous allons mener avec les parlementaires de tous les bancs, c'est d'essayer aussi de faire entendre la voix d'autres citoyens, et des voix qui sont des voix tenant compte des besoins de changement climatique, mais tenant compte aussi d'autres enjeux, d'autres problématiques et d'autres territoires, comme l'a dit le président Heinrich. Alors François Rieussec, qu'est-ce que vous proposez, vous, au gouvernement, finalement? Que propose l'UNAM? Moi, je lance un appel à Madame Pompili, ministre, c'est de revoir ce projet de loi, de concerter. Je crois qu'on a tous répété ce besoin de concertation avec les citoyens, les élus, de façon à trouver les moyens qui libèrent les énergies pour faire. Aujourd'hui, il faut libérer les énergies pour faire. Car les solutions existent, et ce n'est pas dans l'interdit ni dans une vision mathématique qu'on résoudra les problèmes aussi compliqués. Qu'est-ce que vous proposez de votre côté? Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vais essayer d'être concis. Tout d'abord, dans ce pays, et ce n'est pas d'aujourd'hui, lorsque l'on légifère en matière d'urbanisme, on ne le fait pas de façon transversale, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des problèmes de fiscalité. Il faut au contraire intégrer ce paramètre. Je vais vous donner quelques exemples. Ce qu'on appelle communément les frais de notaire. C'est un nom, un terme. Ces frais de notaire sont plus importants lorsque vous achetez de l'ancien que lorsque vous achetez du neuf. La TVA, c'est pareil. Elle est plus faible dans le neuf que dans l'ancien. La taxe foncière, elle est plus importante dans les villes, particulièrement dans les villes moyennes, qui assurent les services, piscines, conservatoires, patinoires, que sais-je, bibliothèques, etc. Et vous avez des territoires autour qui bénéficient de ces services, qui n'ont quasiment pas d'investissement à faire, et qui donc sont très attractifs fiscalement. Et c'est une des raisons de la périurbanisation. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc vous voyez que la fiscalité, il faut absolument l'intégrer dans toutes dès qu'on traite de l'urbanisme, sinon on n'y arrivera pas. Après, il y a la problématique de l'aide à la pierre. Alors, si j'ai bien compris, dans le texte de loi, enfin, je n'ai pas vu le texte, je ne le connais pas, le texte de loi, mais là, on s'engagerait, et je trouve que ce serait vraiment une bonne chose, de confier cette aide à la pierre, la transférer au bloc local, pour qu'on puisse justement s'adapter en fonction de nos problématiques et bénéficier pleinement de cette aide à la pierre. Il faut, bien sûr, ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est anticiper sur les inégalités sociales. C'est un gros enjeu, je le répète, c'est la troisième fois que je le dis, mais ça me paraît... Pas de fracture sociale, vous l'avez dit plusieurs fois. Non, mais c'est capital. Et puis, je voudrais insister sur un fait, c'est que le travail de la sobriété foncière, il passe par la qualité de l'aménagement. Et là, il y a un vrai travail à faire, de réflexion à mener, notamment avec les aménageurs. C'est la qualité de l'aménagement. On voit quand même des pays qui sont su faire un peu mieux que nous, et ça ne passe pas par une approche comptable. Et enfin, je voudrais dire que, encore une fois, il faut faire confiance aux élus du bloc local, leur confier des vrais pouvoirs dans la matière. Et puis, moi, j'aimerais interpeller, dans la loi, l'État, les départements, les régions, quels sont leurs engagements en matière de sobriété foncière. Parce que si c'est uniquement aux collectivités ou à l'habitat local, mais les autres collectivités, départements, régions, États, quand ils vont, on va bien continuer à faire des infrastructures. On va construire
grand canal, on va construire certainement pour le fret ferroviaire, il est fort probable qu'on construise des voies ferrées, etc. Donc là, on n'est plus dans la zéro artificialisation. Ou alors, quelle compensation, mais quelles sont la contribution de l'État, des régions notamment, à cette zéro artificialisation nette? Une bonne première question, puisque maintenant on va prendre vos questions justement. Alors n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, c'est le moment. On avait dit qu'on aurait un grand moment de questions-réponses. Donc avec vous qui êtes dans la salle et puis également donc avec des téléspectateurs, vous pouvez donc intervenir, nous poser vos questions par la visio évidemment. Donc c'est un moment d'échange assez important. Alors je vais peut-être commencer par en poser une première, donc sur finalement donc tous ces sujets, on l'a déjà un peu dit, hein, ça nous interroge sur ce nouveau modèle finalement d'aménagement du territoire. Vos propositions, ce serait quoi finalement d'aller, alors on l'a déjà un peu dit, mais les directions les plus importantes, c'est quoi aujourd'hui ? D'abord, moi je suis d'accord, c'est d'écouter les territoires. Et ce qu'on a déjà lancé, c'est par exemple un appel à projet sur les territoires de sobriété foncière, parce qu'il y a nombre de territoires qui sont déjà engagés. Donc il y a un financement spécifique avec une ingénierie de l'État accompagnée, couplée à des collectivités locales. Donc il y a déjà 7 territoires d'expérimentation pour justement, derrière, bien communiquer, mais pas que communiquer, montrer que ça existe. Donc on est vraiment dans l'idée d'accompagner, mais on est sur un exercice de dentelle, là, encore une fois, puisque toutes les villes ne se sont pas construites pareil, tous les centres-villes, finalement, certains se ressemblent. Donc on est vraiment sur la recherche d'identifier des fonciers, d'accompagner avec les établissements publics, donc l'État, les collectivités. On est vraiment dans quelque chose qui est très transversal. Oui, Alain Perriat. Oui, moi je pense à un vieil ami architecte urbaniste qui me disait au début de ma carrière, Alain, tu sais, l'urbanisme, c'est pas difficile. Là où ça devient compliqué, c'est quand on va faire habiter des gens dedans. Voilà. Et les propositions que l'on aimerait porter, en tout cas que moi j'essaye de faire porter depuis le début, c'est de dire que dans notre société, dans notre pays, dans notre monde, tout a changé. Voilà. Et que la façon de concevoir l'aménagement du territoire en France a que très peu évolué. Et notamment, il y a 2 choses qui sont importantes pour moi. C'est à la fois le parcours de logement, ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le Président. On a encore aujourd'hui une façon de voir et de concevoir l'aménagement du territoire dans un parcours très linéaire. On habite chez les parents, petite période étudiant ou pas, premier petit appartement, on fait construire la maison qui sera la maison de la vie. Voilà. Et donc on essaye de construire le truc comme ça. Alors que c'est plus forcément vrai aujourd'hui. C'est pour ça. Parce que les gens doivent déménager, changent de boulot. Justement, sauf que on conçoit. Il faut conçoit être mobile, même géographiquement. Justement, sauf que on conçoit encore l'aménagement du territoire avec des documents de planification à long terme, avec des PLUI, comme si tout était un parcours linéaire qui soit. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le parcours de vie. Il y a le parcours de logement et le parcours de vie. Le parcours de vie, on l'a tous, enfin beaucoup l'ont vécu, c'est de dire on va essayer d'investir pour laisser un petit patrimoine à nos. Voilà. Aujourd'hui, il y a des jeunes couples, c'est plus du tout leur truc. Et ils veulent habiter dans un endroit, ils veulent habiter dans de l'habitat mobile. Moi qui suis beaucoup sur des zones rurales, ils veulent habiter dans un mobil-home au milieu des arbres. Enfin, le truc du patrimoine. Alors, est-ce qu'ils en ont les moyens ou pas, peu importe. Il y a mais c'est pas leur cette sujet. Question-là aussi, parce mais que mais justement, augmenté, Et donc du coup, on doit rebattre les cartes totalement sur la façon dont on conçoit la ville, et notamment avec un élément qui est très important pour moi, c'est la flexibilité. La façon dont on conçoit la ville avec de la flexibilité. On le voit dans certains pays, ils construisent beaucoup plus en bois que nous ne le faisons, et ils sont capables de déplacer des maisons. Voilà. Nous, aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se font pas, mais qui sont en grande partie interdites par la loi. Voilà. Et donc, moi, je crois que nous devons, au regard de ce que je viens de dire et de plein d'autres éléments, essayer de concevoir le territoire, de concevoir l'aménagement du territoire de manière totalement différente. Michel Henry, vous êtes d'accord, bien sûr? Oui, complètement. Je ne veux pas en rajouter. Je partage ce point de vue complètement. D'accord. Alors, y a-t-il des questions dans la salle, des questions de vous, internautes qui êtes là? N'hésitez pas, hein, c'est le moment pour poser vos questions. Alors, une autre question peut-être sur les attentes, justement, qui reposent énormément sur les élus locaux. On attend beaucoup, finalement, donc
des régions, on attend beaucoup de ces élus locaux qui n'ont pas forcément toutes les clés pour aujourd'hui manier ces cartes-là. Je ne sais pas, Sandra. Moi, je crois qu'ils se sont un petit peu exprimés, peut-être pas totalement dans ce fameux groupe de travail qui a été très important pour nous, mais je crois qu'ils y sont prêts. D'autant que la crise sanitaire que l'on a passée a remis en perspective beaucoup de choses et la question aussi de la proximité. Donc, ils se posent encore plus les questions des services à offrir pour attirer justement les populations. Donc, je crois qu'on est dans une dynamique et je ne suis pas si sûre que le projet de loi va bouleverser, mais encore une fois accompagner. Je pense que la proximité, c'est important, oui. On a des présidents de région qui nous expliquent qu'ils sont champions du monde pour commander des masques et des vaccins. Donc, il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne sont pas champions du monde pour construire le PLU de ma commune de 500 habitants. Quoi, hein. Voilà, bon. Donc, plus, je dirais, concrètement, ça fait maintenant 40 ans qu'on fait de la décentralisation. À la fois la fonction publique territoriale, mais aussi les générations d'élus font qu'on a suffisamment de maturité maintenant sur les territoires pour concevoir des politiques d'aménagement. Voilà. Moi, je regrette, c'est un combat que nous menons depuis 20 ans pour que les SCOT aient encore plus de force, sans que le SCOT devienne une sorte de fourre-tout là, dans lequel on a essayé à un moment donné de tout mettre, mais que les SCOT soient dotés d'une vraie ingénierie, voilà. Et donc là, c'est un appel que je lance un peu en lieu et place de Monsieur le Président, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais aux élus pour donner des moyens aux SCOT encore plus pour travailler sur ces sujets-là, parce que je pense que le SCOT est le bon outil, la bonne échelle pour porter des politiques telles que nous venons de parler, et puis surtout d'être un organisme un peu en dehors des contraintes quotidiennes que l'on peut avoir quand on est président d'un EPCI ou autre. Voilà, donc les collectivités locales, aujourd'hui, les collectivités territoriales sont mûres, ont les moyens, et surtout, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser à Paris, elles sont au travail. Elles sont au travail, oui. Alors vous avez besoin de plus de moyens Écoutez, moi, il faut surtout nous donner plus de liberté en respectant un cadre de loi, bien sûr, pour qu'on puisse s'adapter au territoire, faire confiance au bloc local. L'idée de la loi SRU, elle était excellente. Elle était de dire, on avait les SDO, maintenant on confie aux élus locaux d'imaginer leur territoire à 20 ans. C'est ce que nous faisons. Ensuite, nous mettons nos PLU en compatibilité, pas en conformité, en compatibilité, ce qui dit bien qu'il y a des souplesses. Et ensuite, il faut faire confiance à ces élus locaux pour qu'ils mettent en œuvre l'objectif et qu'ils atteignent l'objectif assigné par la loi. Mais de grâce qu'on nous laisse faire, qu'on nous fasse confiance et qu'on n'ait pas un carcan trop rigide. Et encore une fois, la France n'est pas uniforme, elle est très diverse, une énorme diversité. D'ailleurs, quand vous discutez avec des présidents de SCOT, il y en a 466 en France, chacun vous dit « mon territoire est particulier ». Eh bien, chiche, oui, mon territoire est particulier. Oui, bien sûr. Et donc, laissez-nous nous adapter à notre territoire. On répondra aux objectifs, mais donnez-nous de la souplesse et puis parfois un peu de cohérence. Je parlais de la fiscalité tout à l'heure, qu'on ait des outils aussi, l'aide à la pierre, la fiscalité qui nous permettent de mettre en œuvre ces objectifs politiques, d'atteindre ces objectifs. Une fiscalité évidemment incitative. On va avoir une question. Et pas punitive, c'est très important. Pas punitive. Hein. Pas punitive, voilà, une fiscalité incitative et intelligente. On va prendre une question dans quelques instants. Juste Sandra, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je veux juste un petit peu réagir parce que c'est un de mes petits dadas aussi. C'est que si j'avais une proposition à faire, c'est pas forcément un texte de loi, mais amendé quelque part. Et on a déjà tenté, ça ne passe pas, mais c'est de dire qu'il faut enfin aussi qu'on applique les règles d'urbanisme qui existent déjà partout et qu'il y ait des documents d'urbanisme partout. Parce qu'il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout, oui. Et je pense, et des SCOT, il n'y en a pas partout. Et du coup, ça crée ce déséquilibre. Presque partout. Oui, mais je suis dans un territoire où il n'y en a pas partout. Donc je le vois aussi, comme ça. C'est un appel qui est lancé. Oui, c'est un appel parce que ça concourt à au moins deux grandes choses. À une forme de déséquilibre, du coup. Et puis, au regard de ce qu'on demande aux élus locaux, à un déséquilibre aussi du regard des élus locaux sur leur territoire. Parce qu'on pose un diagnostic. C'est vrai que c'est un peu fourre-tout, hein, l'État et les lois successives, avec les parlementaires qui les ont écrites, demandent beaucoup de choses dans ces diagnostics, peut-être un peu trop, mais on fait déjà des scénarios de consommation d'espace, il faut le dire. Mais en tous les cas, de se mettre autour de la table et d'avoir cette habitude de tour de table local,
du coup, en responsabilité, moi, c'est plutôt cet appel-là que je ferai, c'est que tous les territoires soient couverts par des documents d'urbanisme, y compris révisés, y compris revus. Mais voilà, il faut planifier, vraiment, il faut se projeter. François Ressec, un mot de plus Oui, là-dessus. les aménageurs, d'ailleurs, avec le partenariat des géomètres experts et puis aussi des architectes, de l'ordre des architectes, nous avons fait des propositions de loi pour mettre à disposition des collectivités territoriales, justement, des blocs de réflexion anticipés sur les PLU, participer aux études, voire les financer, tout ça dans le cadre de la loi. Nous avons également proposé de participer à l'Agence nationale des territoires. Donc on est dans cette optique de partenariat et je pense que c'est une opportunité, cet état d'esprit général est vraiment une opportunité que le gouvernement pourrait saisir de façon efficace, mettre de l'ingénierie professionnelle à disposition des territoires et des élus locaux. Alors je vous le disais, donc vous pouvez intervenir, poser vos questions. On a d'ailleurs donc une personne qui va poser maintenant sa question. On vous écoute. Oui, bonjour Isabelle. Bon, on a un certain nombre de questions, un certain nombre de personnes qui sont aussi connectées au travers de Teams. D'ailleurs, je vous invite à allumer vos micros, à intervenir si vous souhaitez poser vos questions. Ce sera tout à fait disponible. Une première question pour vous. Quels pourraient être les moyens concrètement de remettre les citoyens et surtout les élus locaux au cœur du débat pour qu'ils soient entendus? Alors on l'a un peu évoqué déjà en ce qui concerne les élus locaux, peut-être bon, les citoyens aussi, on en a parlé parce qu'il y a différents canaux. Finalement, on a vu la Convention citoyenne, il y a par exemple le sondage avec la façon dont ils peuvent s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres façons de recueillir finalement la perception des citoyens sur ces questions-là? La loi SRU avait fait un grand pas en avant sur ces questions-là. Et donc, je rappelle qu'elle date des années de 2000. 2000. Donc, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans que les acteurs des territoires, et notamment les SCOT, mais aussi les différentes intercommunalités, réfléchissent à ce sujet-là. Bon. Moi, de mon expérience, il est important de parler de choses concrètes. L'urbanisme et l'aménagement du territoire, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, si vous restez sur un niveau qui est un niveau très élevé, vous avez en face de vous des citoyens experts ou des associations expertes aussi. Voilà. Si vous voulez accueillir et faire parler le citoyen, entre guillemets, lambda, il faut lui poser des questions concrètes sur sa vie au quotidien. Comment on réaménage la place de la commune? Comment on accède facilement à l'école? Comment on va aller au centre hospitalier? Ça, vous avez des personnes qui viennent. Et donc, moi, je crois qu'il faut sortir d'une approche techno et revenir sur une approche concrète sur ce que font les gens. Et puis, un dernier point, quand on fait un plan local d'urbanisme, je crois que la première chose à faire, c'est se promener dans la commune avec des citoyens et discuter de la façon dont les gens vivent leur quotidien et quelles sont les choses qu'ils aimeraient voir évoluer. Un mot là-dessus, Sandra? Moi, écoutez, j'ai pratiqué pendant 10 ans les réunions publiques pour des PLU, des cartes communales et des SCOT, donc je connais bien le sujet. Vous avez l'habitude, oui, d'accord. J'ai l'habitude, mais finalement, je pense qu'on ne l'a jamais totalement, parce que les citoyens ne réagissent pas toujours là où on les attend, même si souvent c'est est-ce que mon terrain sera constructible? C'est ça qu'il faut aussi changer. Moi, je rebondis aussi sur ce que dit mon collègue Alain Péréa. Quand même, ça fait 20 ans que les enquêtes publiques, la concertation est institutionnalisée. C'est compliqué, mais c'est compliqué à faire entendre. En fait, les élus se cassent la tête. Aujourd'hui, il y a même des organismes spécialisés, des bureaux d'études en concertation, mais les citoyens ne se déplacent pas. Alors moi, je veux bien entendre qu'à un moment donné, les citoyens, justement, ça serait peut-être ma seule critique de la Convention citoyenne, mais moi, d'ailleurs, je reconnais que les 150 ont été finalement courageux. Courageux, parce qu'ils ont quelque chose sur leurs épaules que peut-être certaines organisations beaucoup plus activistes leur mettent sur les épaules, ça je le dis, mais ils sont courageux parce que moi je pense que les citoyens ne se déplacent pas assez localement, peut-être qu'on ne les intéresse pas assez, mais je dis qu'aujourd'hui on est dans un pays assez éclairé pour comprendre qu'on ne fait plus un lotissement de la même manière qu'avant, et ça je crois que les gens sont tout à fait à même de le comprendre. Par contre, on peut leur expliquer des choses un peu compliquées, mais c'est vrai qu'il y a une manière de faire. Par contre, ça fait 20 ans que maintenant c'est institutionnalisé, je vais y arriver. Ben écoutez, je crois qu'il faut dire ce qui existe. Pour l'avoir pratiqué,
Voilà, on n'avait pas toujours ça le comble, mais Non, on s'en fout. bien sûr, bien sûr. C'est une vraie difficulté quand même, cette association des habitants à bien l'élaboration sûr. d'un SCOT, d'un PLU. Alors il faut trouver des sujets. Moi j'ai traité par exemple d'un sujet qui était l'autonomie énergétique à un horizon 2050. Il y a des sujets comme ça qui sont mobilisateurs. Et où maintenant les problèmes alimentaires, d'alimentation, voilà. Il y a des sujets qui commencent à prendre, mais c'est vrai que c'est long. Ou bien quand vous traitez d'écoquartiers, etc. Il faut trouver des portes d'entrée, mais franchement c'est pas évident. Il y a des gens qui sont spécialisés pour C'est vrai. améliorer ces concertations, mais il faut le dire quand même, on n'a pas des salles comble quand on traite de ces sujets. Mais par contre, on peut avoir des protestations quand tout est fini à la fin. Donc là, il y a vraiment aussi tout un travail, je crois. C'est le jeu démocratique. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est un vrai sujet. On dit rien tant qu'on est Oui, pas voilà. Dans ce qu'on peut mécontent. rajouter, oui, On va prendre une autre question après. ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que actuellement, déjà dans l'élaboration des documents d'urbanisme, PLU ou SCOT, souvent les professionnels ou la concertation découvrent après l'arrêt des réglementations le projet, et souvent il est trop tard pour agir, ce qui fait que lorsqu'on a un projet, souvent on est obligé de demander une modification du PLU, et le projet de loi prévoit une articulation hiérarchique beaucoup plus stricte qui partirait de la région au SCOT, au PLU, ensuite aux opérations. Et on a souvent la difficulté ensuite, lorsqu'on fait une opération, c'est qu'on a justement une chaîne réglementaire qui rend le projet impossible ou difficile. Et on met des années à modifier les différents documents. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de chaînons obligatoires, mais au contraire permettre du jeu de façon à adapter la règle au niveau des projets, des programmes. Voilà. Je peux donner une illustration. Les PLH souvent obligent à réaliser du logement social. Donc on a des opérations où il y a du logement social qui est prévu, et puis on a des opérateurs qui nous disent non, moi je ne viens pas pour quelques logements, je ne viens pas dans ce territoire, et c'est inscrit dans la règle, et on se trouve avec des opérations qui n'arrivent plus à sortir, ou avec des projets qui se trouvent irréalisables. Donc on a des vrais problèmes d'articulation réglementaire. Problème d'articulation réglementaire, effectivement. Une autre question, donc on vous écoute ça. Alors, une autre question. Pensez-vous que la NCT va répondre aux besoins d'ingénierie des territoires et ce besoin d'acculturation justement dont vous avez parlé? Alors, qui veut répondre? Moi, je dirais que c'est son objectif, donc j'espère qu'elle va le remplir, Ouais. bien sûr. C'est vrai que peut-être qu'on est certains à penser que ça ne se mobilise pas assez vite. Mais derrière la NCT, c'est aussi une reconfiguration de l'État dans les territoires. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faudrait l'accompagner, l'abreuver, la NCT, d'autres types d'acteurs au cœur des territoires. Moi, je crois fermement justement à la concertation, à une gouvernance locale, alors peut-être à l'échelle des territoires des SCOT, puisque je pense que c'est un sujet aussi et puis on en avait déjà parlé. Il faut que dans les territoires, autour de la table, il y ait tous les acteurs de l'aménagement, pour réfléchir justement à l'aménagement futur. Sinon, ça ne marchera pas. Et une de nos propositions, c'était opérationnelle qu'on avait fait au gouvernement, c'était qu'il y ait des maisons de l'habitat partout. Alors, on en entend parfois dans certains territoires qui fonctionnent bien. Mais les maisons de l'habitat ou les maisons de la construction, j'ai envie de dire, ça peut être sur d'autres sujets, il faudrait qu'il y ait absolument, par exemple, les artisans locaux autour de la table. Qui soient associés. Il faudrait qu'il y ait les notaires. Il faudrait qu'il y ait tout ce monde qui a sa propre connaissance du sujet pour voilà. Et donc la NCT, c'est un bon point de départ, mais l'État devra encore plus écouter les acteurs locaux et le privé, comme on dit un peu vulgairement parfois. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas vulgaire, au contraire, puisque j'ai eu un bureau d'études privé, mais je travaillais avec les services de l'État et qui me disaient des fois, ben non, ça, ce que vous faites, ça ne va pas. Il faut refaire une fois, 2 fois, 3 fois. Donc j'ai bien connu ça aussi, même si aujourd'hui, bien sûr, je fais partie de la majorité, mais on est là aussi pour faire avancer les choses, enfin on espère. Oui, moi, je Vous crois êtes qu'il faut- d'accord avec Sandra Marceau? bien évidemment, mais on est dans une espèce de culture de la coupure entre le public et le privé. Alors que le client, il est aussi citoyen, et le citoyen est client. Donc on n'a pas
de raison de couper en deux chaque citoyen, et donc en deux la France, entre le public d'un côté et le privé de l'autre. Il faut qu'on arrive à travailler de façon collaborative, et c'est pour ça qu'on a fait cette proposition d'être autour de table de la NCT, avec les autres fédérations d'ailleurs, la fédération des promoteurs. On a fait cette proposition de participer à l'élaboration des PLU et à mettre à disposition nos moyens d'études avec les architectes notamment. Donc on est vraiment, je pense que le gouvernement pourrait saisir cette révolution culturelle qui est en train de se faire. Et générationnel. Je pense qu'on est dans la bonne période. Vous avez un champ ouvert d'innovation. Mais le gouvernement est quand même sur le sujet. Donc, Alors, une autre question. Moi, concernant Oui. la NCT, Allez-y, pardon. je voudrais faire part de mon sentiment. Moi, je suis assez attentiste. Lorsque j'étais parlementaire, j'ai soutenu avec ferveur la création des ARS. L'Agence régionale de santé. On entend beaucoup parler en ce moment, hein. Je ne pense pas que c'était la meilleure des choses que j'ai pu faire en tant que parlementaire. Et donc, C'est soulageant, là, voilà. eh ben, je vois arriver les ANCT un peu de la... De la même manière. mais c'est pas la même Je serais échelle territoriale. prudent. Non, mais enfin, je serais prudent. C'est l'échelle du département, les Oui, ARS, oui, c'est les oui. échelles de Bah, la écoutez, région. On tant voit qu'il y a mieux. quand même débat. Moi, hein. je resterai prudent, et je pense qu'il est important, par contre, c'est que, notamment, les SCOT ruraux, puisque aujourd'hui, le SCOT couvre 86% du territoire, mais que les SCOT ruraux, donc il reste 14% de territoire non couvert par des SCOT, que les SCOT ruraux bénéficient de moyens différenciés Oui. en ingénierie. Oui. Tout à fait C'est-à-dire qu'on ne d'accord. donne pas la même chose à tout le monde. Il faut s'adapter. Un SCOT en milieu urbain, prenez Lyon, etc. On a des moyens. Quand on est en milieu rural, c'est plus compliqué. Et c'est plutôt comme ça que je... Sur le principe de mettre tous les acteurs autour de la table de l'habitat, les maisons de l'habitat, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Mais ça, cet avantage, et là, je partage complètement. On poursuit donc À NCT, avec... on verra. Merci. On poursuit avec d'autres questions. Merci encore une fois donc, pour votre participation et pour toutes ces questions. On le voit qui nous permettent de faire avancer encore le débat. Questions très pertinentes. Merci à vous. On vous écoute pour d'autres questions. Alors, nous avons des questions autres que YouTube, puisqu'on a la chance d'avoir aussi une question sur Teams. On va peut-être justement pouvoir accueillir notre guest qui va nous retrouver sur Teams et pouvoir poser, je pense, directement sa question. Vous êtes en ligne, nous vous écoutons. Si vous souhaitez poser cette question, on va vous passer en direct. Alors, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Alors là, on diffuse pour l'instant la mosaïque de l'ensemble des présents, des journalistes qui nous font l'amitié d'être présents avec nous. Et voilà, question. Nous vous entendons, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Bonjour. 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 Je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Bonjour, Benoît Barbedette pour New Strong Cities. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Oui, clair. bonjour à tous, merci, très intéressant depuis ce matin et bravo pour le plateau et pour les éléments qui ont été donc indiqués ce matin. Moi j'avais une question parce qu'il a été quand même beaucoup question du projet de loi donc qui devrait être présenté, si on a bien compris, au mois de février. Et on a entendu pas mal de critiques sur ce projet de loi. Donc ma question, elle est comment on va tourner ce projet de loi? Enfin, est-ce qu'il est déjà mis à mal avant même d'être discuté? Et Présenté, là, ouais. une question plus pour les parlementaires. Comment se sont passés les travaux? Je pense notamment à Marceau que j'avais eu, mais également à Monsieur Pereira. Comment se sont passés les travaux dans l'année 2020 de préparation? Bon, écoutez, vous les faites sourire déjà, c'est une bonne chose. Donc, ils vont vous répondre. Mais d'abord Marceau. Alors, Alors, Sandra Marceau, oui. bonjour Monsieur Barbedette, j'espère que vous allez bien. Je vous présente tous mes voeux. Je vous remercie pour votre question. Non, mais effectivement, ce que j'en sais, c'est d'abord que, toujours pour rassurer, c'est que sur la partie se loger du projet de loi, que nous n'avons pas en rédaction du tout complète, mais il va se baser beaucoup sur la concertation qu'il y a eu pour compléter bien sûr les questions et les propositions de la Convention citoyenne, la concertation que j'appelle concertation du groupe de travail sur la sobriété foncière.
Donc, effectivement, je vois aussi des regards et on pourra en parler. Donc, d'abord, c'est promouvoir un aménagement durable. Et ça, je crois que tout le monde a pu s'exprimer lors du groupe de travail là-dessus. C'est surtout accompagner. Et donc, moi, je crois que c'est le résultat, et je l'espère, et de ce que j'en sais, le résultat, c'est vraiment qu'on soit vraiment à l'écoute de tout ce qui est remonté de ce groupe de travail. Encore une fois, je le dis, il y avait toujours à peu près 60 personnes autour de la table. Tout le monde était toujours présent et représenté. Et d'ailleurs, ça durait longtemps. Tout le monde pouvait s'exprimer. Donc, moi, je crois très sincèrement qu'il y a eu une très forte expression, qui est une forme de concertation assez globale, puisqu'il y avait des associations, les services de l'État, et le public et le privé des questions d'aménagement qui étaient représentés. Donc, moi, je pense que cette construction, elle mérite, bien sûr. D'ailleurs, visiblement, ça a été un petit peu repoussé là, pour la présentation au Conseil des ministres. On sait qu'en interministériel, ce sujet est tellement transversal que ça a été justement très complexe. Mais nous sommes là aussi pour, derrière, dans le cadre de notre propre, on va dire, concertation parlementaire, puisqu'on fait toujours des auditions en amont d'un texte. Et d'ailleurs, la majorité s'est déjà saisie, puisqu'on a des groupes de travail internes à l'Assemblée, mais tous les groupes parlementaires s'en sont déjà saisis. Donc là, c'est le lieu, j'ai envie de dire, pour relayer justement ou la Fédé des Scott ou l'UNAM, mais bien sûr d'autres. François Rieusec, pour cette question. Nous comptons beaucoup sur le travail parlementaire parce que cette concertation s'est faite pendant l'année de confinement et on a eu un sentiment de concertation assez verticale avec une difficulté à s'exprimer parce qu'effectivement on était nombreux autour de la table et c'est compliqué parce que c'est sur des sujets aussi transversaux, on a beaucoup d'intervenants. Mais je pense qu'on peut reprendre une concertation de qualité aujourd'hui. Oui. Oui, Alain ? Oui, moi je voudrais rappeler que dans notre pays, il y a un fonctionnement institutionnel et le gouvernement propose une loi et que de manière totalement inédite dans notre pays, le gouvernement, la majorité a décidé de faire appel à des citoyens pour construire un projet de loi. Bon, très bien, ils ont fait comme ça. Et puis maintenant, nous arrivons dans une autre phase, qui est une phase où on va commencer le travail parlementaire, où on va continuer le travail parlementaire. Et donc, moi je crois qu'il faut, et je l'ai dit à plusieurs reprises, depuis ce matin, il ne faut pas opposer les deux. Il faut simplement que les parlementaires reprennent la main et fassent évoluer ce texte dans le sens qui leur paraît être le meilleur pour les enjeux de notre pays. Et donc, encore une fois, il ne faut pas opposer travail citoyen, proposition du gouvernement et travail parlementaire. Et trop souvent, on a voulu dire que les députés de La République En Marche étaient des godillots, mais par le passé, on disait pareil d'autres parlementaires. Et donc, stop, quoi, ça suffit. Et on ne veut pas être opposé, et c'est pas parce qu'on dira peut-être non à certains points de ce texte que nous sommes ni des frondeurs, ni contre ce gouvernement, ni que ce texte est mauvais, ni tout simplement, nous respectons les institutions de notre pays. Et après, je ne veux pas faire long, mais vous nous avez posé une question sur le travail. Je voudrais quand même rappeler deux choses. C'est que ce travail de concertation important est quand même perturbé par cette crise Covid et est perturbé, alors ça c'est un choix, mais est perturbé par un changement de gouvernement qui fait que aussi les ministres et les interlocuteurs ont changé. Voilà, et donc ce gros travail de concertation a aussi été perturbé par les deux éléments que je viens de rappeler, mais on ne peut pas nier, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des efforts importants de concertation. C'est vrai que la transition écologique, les ministres changent souvent, on va dire. C'est la transition. Puis ça concerne quasiment même 3-4 ministères. Donc, oui, tout à fait, il n'y a pas que la et puis j'ajoute, juste pour préciser, que la concertation, elle a eu lieu, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, la moitié du temps, puisque certes, ça commence à faire longtemps qu'on est en crise sanitaire avec les conséquences que l'on connaît tous, mais ça a commencé en juillet 2019. Donc moi aussi, je voudrais tempérer là-dessus. La concertation, elle a quand même vraiment eu lieu, mais elle doit se poursuivre, ça c'est vrai. On arrive bientôt au terme de cette réunion. On a d'autres questions, alors allez-y, profitez-en. Oui, Isabelle, monsieur Laurent Miguet qui est connecté justement sur Teams, qui a ouvert son micro, donc on peut peut-être lui passer la parole. Monsieur Miguet, vous êtes là peut-être ?
Oui, je suis là. Je suis donc du moniteur des travaux publics et du bâtiment et je m'interrogeais sur l'échelle communale qui reste encore importante. Est-ce qu'elle n'est pas encore trop importante dans notre pays par rapport au bilan qu'on peut tirer de la contribution des communes, en particulier des communes périphériques, en ce qui concerne l'étalement urbain, que ce soit en favorisant des projets commerciaux ou ceux de lotissement. Ne faudrait-il pas renvoyer, reconcentrer les compétences d'urbanisme à une échelle plus grande, peut-être en effet celle des SCOT. Merci beaucoup pour cette question. Donc, alors, est-ce que cette échelle de la commune est pertinente? Alors, je vais vous choquer. Oui. Je vais vous choquer. Mais si on fait écho à la question de tout à l'heure sur les citoyens, l'échelle de la commune, elle est même des fois trop grande. Voilà. Parce qu'en fait, le citoyen, il est souvent intéressé par sa maison, à la limite son quartier, sa rue, et ensuite le reste, c'est le monde. Voilà. Et donc, il ne veut pas que son voisin la nuit. Il veut avoir des bonnes relations avec les autres voisins de l'autre côté. Et après, via les réseaux sociaux, via tout ce que vous voulez, il va échanger et discuter avec le monde. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que nous nous trompons de débat depuis des années sur la question de l'échelle communale ou de l'échelle intercommunale. La vraie solution, à mon sens, c'est la complexité et la capacité à être et ça a été rappelé tout à l'heure, sur des outils d'aménagement qui soient des outils d'aménagement flexibles, libres et qui permettent à la fois d'avoir une action concrète à l'échelle, et encore une fois j'insiste, du quartier, de la rue, et de mener des réflexions dans mon territoire, dans ma région et au-delà, puisque des fois on sait que les enjeux sont... voilà. Donc ne crispons pas le débat sur commune, intercommunalité, mais... proposons des outils qui soient des outils flexibles et qui soient à la réalité et en phase concrète avec ce que les citoyens vivent au quotidien. Michel Henry, je crois que vous voulez répondre aussi à cette question. Oui, moi je voudrais dire, c'est M. Billiet qui posait cette question. Alors déjà aujourd'hui sur la question du commerce, je crois qu'on a fait des grands progrès puisqu'aujourd'hui la question du commerce est traitée dans les SCOT. Et d'autre part, de plus en plus, on voit se développer les PLUI. Aujourd'hui, les territoires, alors, ils ne sont encore pas majoritaires, mais on voit quand même qu'on va vers le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui donne peut-être une vision et qui donne encore plus de cohérence peut-être à l'ensemble de ces PLU qui se mettent en compatibilité avec le SCOT. Donc je crois que les choses vont s'améliorer progressivement et régulièrement. Oui, Alain. Non, juste un point. C'est l'intervention de M. le Président qui me fait penser. En France, nous sommes les seuls à avoir un plan local intercommunal. Voilà. Donc pour vous dire, si dans notre pays, il y a besoin d'une grande réforme sur les questions d'aménagement du territoire, parce que tant qu'on fera un plan local intercommunal, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des soucis. Vous faites rire tout le monde, c'est bien. Sandra, oui. Oui, parce que bien sûr, avec Alain, on se pratique pas mal, mais il n'a pas du tout tort. Il m'a même convaincu sur plein d'aspects. Moi, je dirais que pour suivre ce que Monsieur le Président de la Fédération des SCOT a dit, ça se passe déjà à l'échelle intercommunale, même les questions d'urbanisme. D'ailleurs, ça ne fait pas plaisir à plein de maires. Ça n'est plus à l'échelle d'une commune que plein de choses se décident. Et c'est vrai que quelque part, il y a une réalité intercommunale, c'est-à-dire de se projeter et de se mettre autour de la table, c'est vrai. Mais on pourrait dire aussi que certains élus locaux devraient encore plus se saisir de ce qui se passe sur leur commune. Alors, je suis un peu provocatrice, bien sûr. Moi, j'ai été élue locale aussi, donc... vous avez aussi votre expérience. Oui, mais bon, qui est une petite expérience sur un mandat en tant que conseillère municipale et communautaire, mais sans faire trop de provocation. Mais là est l'enjeu de reprendre la main sur son territoire communal en étant conscient des compétences déléguées à l'intercommunalité. L'intercommunalité, elle n'a d'existence que par les maires.
Moi, quand on me dit souvent, et on en a parlé souvent avec les élus ruraux, on me dit, mais tout se passe, on refuse un petit peu l'intercommunalité. C'est un peu un discours qu'il y a de certains maires ruraux. Beaucoup moins, il y a eu beaucoup de renouvellement. Mais pour moi, ça n'est pas tenable. Je dis, ça veut dire que vous refusez ce qu'on vous donne comme compétence, c'est-à-dire de déléguer, vous ou d'autres personnes, à l'interco. Mais dans chaque commune, on doit se ressaisir, pour revenir à notre sujet, de bien identifier tous les bâtiments, avec toutes leurs fonctions. Et oui, c'est ça la responsabilité territoriale, en fait, qu'il faudrait créer, pourquoi pas dans la loi d'ailleurs. Une forme de responsabilité territoriale. C'est-à-dire que repérer soi-même, faire le job sur le territoire, parce qu'on connaît notre territoire, on connaît nos quartiers, d'une commune de 1000 habitants comme chez moi, ou 500 comme chez Alain, jusqu'aux communes même de 20 000. Et là, l'élu de terrain, il a toute sa pertinence. Il faut qu'il fasse ce repérage du foncier, du bâti. Il faut qu'il aille convaincre peut-être ceux qui ne louent pas ou ceux qui ne vendent pas de vendre. C'est ça le changement, en fait. C'est ça, à mon sens, cette responsabilité territoriale. Encore une fois, je n'accuse pas. Hein. Quand je dis responsabilité, c'est un sens comme la RSE des entreprises, en fait. Bien sûr. Et les entreprises, le privé, il y est déjà depuis très longtemps. Très longtemps. C'est vrai. D'autres questions? On vous écoute, ça? Alors, une question de Marie-Christine Cara des Scots Pays de Sarrebourg qui vous demande, dans un contexte Covid où l'on remarque que les Français veulent quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne, comment accompagner cette tendance avec l'objectif ZAN? Alors, vous avez 3 heures. Pas tout à fait, quelques minutes, puisqu'on est presque à la fin de notre réunion. Je pense que le président a certainement des choses à dire, président Rieusac. Moi, je voudrais juste dire une chose, si vous permettez, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, c'est qu'il faut avoir une vraie réflexion sur la qualité de l'aménagement. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'ai visité... en Autriche, par exemple, des secteurs où on a su vraiment évoluer, adapter, construire, y compris de la maison individuelle, en consommant très peu d'espace et en respectant de l'habitat très groupé, mais en respectant l'intimité de chacun. Les aménageurs savent faire et ils sauront de mieux en mieux faire, oui. Les architectes aussi. Et je pense qu'on pourra répondre à ces problématiques tout en ayant une certaine sobriété. Pas zéro artificialisation, parce que là, ça me paraît quand même complètement utopique, mais une grande sobriété de consommation foncière, oui. François Rieusac, votre avis sur cette question? Écoutez, oui, on est pile poil dans le vécu, là, dans l'expression du vécu. Effectivement, je crois que on est dans une phase de mutation très forte. Toutes nos réflexions d'urbanisme ont été construites autour des problématiques de voitures, d'alternance, de zonage. Or, aujourd'hui, avec le télétravail, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de faire des déplacements quotidiens. Avec les écomobilités, on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture, d'être propriétaire, mais qu'on peut louer de la mobilité autrement. On peut se déplacer de façon tout à fait différente. Bref, on est dans une mutation aussi des modes, dans une mode de construction. On a des modes de construction qui vont stocker du carbone. Non seulement les logements ne pollueront plus, mais ils vont même être capables d'aider la crise climatique. Donc on est vraiment dans un changement de paradigme. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que des formatages intellectuels anciens empêchent l'avenir d'émerger. Oui, Sandra, et puis on va prendre une toute dernière question. Justement, sur ces sujets, parce que, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ce projet de loi, très sincèrement. Enfin, je veux dire, tous les aménageurs et puis les journalistes, je pense, qui nous écoutent, qui connaissent ces sujets, savent qu'il y a une belle dynamique, et pour rebondir sur ce que vous dites, qui existe. Je vais faire une espèce de petite, non pas autopromotion, mais promotion d'un colloque qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale sur ces questions-là, sur les métropoles en transition et surtout sur les complémentarités territoriales, parce que indirectement ou directement, ça répond à la question de la personne avant. Il ne faut pas avoir peur du ZAN, il faut plutôt regarder le sujet d'une manière différente, c'est qu'est-ce qui se passe déjà sur les territoires. Et c'est un grand colloque sur 2 jours, le 21 et le 22 janvier à l'Assemblée nationale, organisé avec, et je souris parce que je sais que je vais faire sourire Alain, organisé par le plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA, qui est connu bien sûr du monde de l'aménagement, et avec POPSU, donc POPSU, la plateforme d'observation des politiques et des stratégies urbaines. Ça paraît très techno, mais c'est du concret, puisque la plupart des présidents des métropoles françaises seront présents.
Et les plus grands... C'est en visio ou en présentiel? C'est en direct, bien sûr, en visio. Bien oui. sûr, absolument. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera un plateau télé au sein de l'hôtel de l'AC. Donc, le président Richard Ferrand fera l'introduction. Normalement, la ministre Jacqueline Gouraud sera là, mais surtout les plus grands chercheurs de l'aménagement. Et donc, je vous invite à poser vos questions pareil, parce que ça croise vraiment, et je vous remercie quelque part aussi de lancer le débat sur ces sujets. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, même en temps de crise, même en temps de Covid, parce que ça pourrait arriver d'autres fois. Il ne faut surtout pas obérer le débat. Et vous l'ouvrez, d'ailleurs, je vous remercie. Et ça sera une poursuite. Très sincèrement, je crois que ça pourra compléter, alimenter. Et puis, peut-être derrière, vous y reviendrez à votre manière. Ben oui. Et ces complémentarités territoriales, elles existent. On critique beaucoup les métropoles, on les oppose souvent aux territoires ruraux, et là, on peut montrer qu'il y a des fonctionnements qui se mettent déjà en œuvre et qui sont étudiés par les chercheurs, donc ça veut dire qu'ils ont de la matière et qu'ils nous présenteront. Ça sera très intéressant. Une dernière question. Alors une dernière question qui est même plutôt peut-être une demande de précision concernant Monsieur Heinrich. Justement, on vous dit, si on vous a bien compris, vous appelez à une réforme de la fiscalité qui s'articulera avec les enjeux d'aménagement du territoire et de lutte contre l'artificialisation. Est-ce bien cela? Oui, exactement. Je n'ai rien à rajouter, c'est exactement cela. Oui, ça me paraît essentiel. Essentiel pour la réussite. Alain Pereira. Oui, et puis rappeler que nous avons, cette majorité, posé déjà un premier pied qui est avec la suppression de la taxe d'habitation, avec tout ce que ça a pu derrière lever. Mais c'est important dans ces politiques-là. Et je vais tout à fait dans le sens de ce que dit le président Heinrich, c'est que quasiment toutes les recettes des collectivités sont basées sur le nombre d'habitants. Donc, quand vous voulez augmenter vos recettes, vous augmentez votre nombre d'habitants. C'est pas plus compliqué. Oui. Voilà. Et donc, tant que l'on n'aura pas changé ce point-là. Et dernier point, mais qui va aussi faire sourire monsieur le président Heinrich, c'est que c'était un des engagements et une des réflexions portées par cette majorité, c'est-à-dire de réformer complètement la fiscalité locale. Cette crise Covid est arrivée là et a posé un certain nombre de soucis. Et donc, nous espérons pouvoir continuer ce travail. Mais je sais aussi que d'autres majorités avant ont essayé de le faire et que c'est quelque chose de très, très compliqué. Et donc, je crois que pour répondre à cette question, c'est de toute façon quelque chose qui devra arriver dans les années à venir, d'une façon ou d'une autre. On arrive donc au terme de notre conférence. Je vais demander à nos deux présidents de bien vouloir nous dire un mot de conclusion. On commence avec vous, Michel Heinrich. Écoutez, moi, je voudrais tout d'abord remercier ceux qui ont assisté à cette conférence, qui ont posé des questions. J'espère que le débat a pu les éclairer. Et en tant que président de la Fédération des Scots, je voudrais dire à nos parlementaires, à ceux présents et à d'autres, que nous comptons sur eux pour avoir un dialogue permanent durant l'étude de ce projet de loi et qu'ils pourront compter sur nous pour les alimenter sur le sujet. François Rieussec, en conclusion. Écoutez, merci aussi à vous, merci à tous d'avoir suivi ce débat et d'y avoir participé. Je crois que les Français ont bien exprimé leur prise de conscience, qui sont disposés à beaucoup réaliser d'efforts pour la crise climatique et également qu'ils ont un fort taux de satisfaction de leur logement, qu'ils ont une forte attente dans leur vie et dans leur projet de vie et qui ne sont pas prêts à sacrifier sur l'autel d'idéologie. Et je crois que donc on est vraiment dans une dynamique de dialogue sur laquelle nous comptons beaucoup avec le gouvernement et bien évidemment la représentation nationale. Merci donc à tous les quatre pour ce débat. Merci évidemment également à Denis Jeanbart qui était avec nous donc tout à l'heure. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour vos questions également. Merci à toutes les équipes qui ont permis d'organiser cette conférence de presse, qui l'ont préparée. Et puis évidemment aux équipes en régie qui nous ont aidés à cette réalisation. On le voit, donc le débat, il est engagé. Il va se poursuivre sur ces questions qui sont absolument passionnantes. On l'a entendu donc tout au long de cette matinée. Merci encore une fois à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Et puis, puisque c'est encore l'époque, meilleurs vœux évidemment pour cette nouvelle année.